C'est parti. La parole est à toi, Gonzalo, avec ton beau Oui, t-shirt pompier. merci beaucoup. Euh, ce que je voulais vous parler un peu de mon expérience à l'international, ce que j'ai appris, comment naviguer les cultures, ce que les managements de transition, donc je vais vous montrer d'abord le sommaire, mais les managements de transition se développe, mais il est beaucoup plus développé dans certains de nos voisins. Donc, ça peut être une belle opportunité. Dans cette présentation, je souhaiterais aborder bon, pourquoi l'international. Je vais vous donner une petite avant-goût. Les différences culturelles, comment est-ce qu'on peut apprendre ces différences culturelles? Comment réussir à l'international? Et après, pour rire un peu, vu que c'est vendredi, partir sur une note un peu plus légère, des exemples où ça n'a pas très très bien marché, des exemples très publics. Les savoir-être à l'international, comme vous le savez tous, est de plus en plus recherché. Comme je vous disais, l'MDT, s'est beaucoup plus développé dans nos voisins, chez nos voisins que chez nous. Si on va en Allemagne, en Belgique, c'est quelque chose qui est vraiment dans les mœurs, qui s'est fait même pour des postes, pas pour dire les autres sphères, mais le management de transition s'est fait aussi pour des postes en middle management et des postes de spécialistes aussi. Donc ça se pratique beaucoup plus. Ce qui arrive tout doucement en France, parce que j'ai vu passer des offres d'émissions, de management de transition, déjà des postes qui sont chefs de projet, superviseurs de sites, etc. Même. Un autre driver de cette tendance, c'est quelque part les développements vers l'international. Les sociétés, même des petites structures, cherchent à se développer vers l'international. Et une chose qui est toujours à retenir, et ce sont les statistiques qui le disent, c'est pas moi, dans les négociations vers l'international et le développement de nouveaux marchés, c'est toujours la cause principale de tous les échecs, ce sont les différences culturelles. Je ne vous apprends rien là. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre ces différences culturelles? Je vais vous présenter quelques petits modèles qui peuvent vous aider à situer les choses. Après, bon, les modèles sont toujours la réalité. Il faut faire la part entre ce qui est un modèle théorique et ce qui est la réalité, la chose sur le terrain. Mais ça peut informer. Donc, une façon de classifier les gens, c'est sur l'expressivité émotionnelle, sur un axe, et sur un certain goût pour la confrontation sur l'autre. Si on regarde des extrêmes, par exemple, on peut aller au Japon, où, bien sûr, l'expressivité émotionnelle n'est pas très prônée dans la culture, c'est très mal vu même, et l'harmonie du groupe, elle est très prônée. Donc, ça va informer comment est-ce que ces gens-là vont s'exprimer, comment est-ce qu'ils vont percevoir les choses, qu'est-ce qui va les offenser, avec, bien sûr, toujours du bon et du moins bon, parce que quand les choses vont pas, j'ai travaillé pour des boîtes japonaises, j'ai travaillé un tout petit peu au Japon. Quand ça va pas, c'est très difficile d'arriver à leur faire dire que ça va pas. Parce que d'un côté, il n'y a pas cette expressivité, d'un autre côté, tout ce qui est risque de créer une confrontation, c'est à éviter comme la peste. En France, on est plutôt expressif sur le plan émotionnel et on apprécie bien la confrontation quand même. Donc, vous imaginez si vous vous mettez dans une négociation en français qui n'est pas informé de ça et en japonais en face, ça risque de pas bien se passer.
Mais même en français et en allemand, on aime tous les deux, on aime bien la confrontation, mais on va avoir des styles d'expression très, très, très différents. Parce que nous, on est plutôt émotionnel, on laisse voir nos émotions, on utilise beaucoup plus le langage corporel. Moi, je suis un exemple, je suis en train de le faire. Euh, En Allemagne, non, pas tant que ça. Donc, encore, ça sont des choses qui peuvent créer des malentendus très facilement. Donc, ça, c'est un premier modèle, comme je vous disais, qui peut vous informer en fonction d'où vous allez, comment se préparer. Moi, quand j'étais au Japon, j'ai dû apprendre à pas utiliser les mains. J'ai mettais les mains sur la table. Parce que ça, c'est mes contreparties japonaises, c'était complètement, ça, ils se troublaient par ça. J'ai parlé un peu avec les mains et ils regardaient que les mains, ils suivaient les mains, ils suivaient pas du tout ce que je disais. Mais même des pays où on ne soupçonne pas forcément les choses, bon, l'Italie par exemple. L'Italie, c'est un pays où la confrontation est moins prônée qu'ici. Donc c'est toujours pas mal de s'informer un peu, de faire un peu de recherche sur cet aspect et essayer de se positionner. Parce que il faut faire un pas vers eux, ils vont faire un pas vers nous, certainement. Mais si on ne fait pas tous les deux un pas, on ne va pas se trouver quelque part, hein. Une autre façon de classifier les choses, pour vous donner un autre modèle mental qui peut vous servir, c'est, on peut parler des cultures spécifiques et des cultures diffuses. Les cultures spécifiques, on va droit au sujet, on est direct. On est déterminé dans la relation a un but quelque part. On a tendance à être transparent, on a tendance à être précis, et tout ce qui touche aux valeurs, tout ce qui est la déontologie, l'éthique, les principes, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qui n'est pas susceptible d'être modifié par l'environnement. Moi, je crois à la justice, je crois à l'équité, j'ai mes valeurs, et c'est pas parce que je suis en face de telle personne ou de telle autre que je vais les modifier. Dans les cultures plutôt diffuses, encore, toutes les cultures, ça présente les choses en blanc et noir, mais c'est toujours du gris, hein. Mais dans les cultures diffuses, et on trouve plus typiquement en Asie, des cultures diffuses, mais pas que, on est plutôt en direct dans la communication. La communication semble être un peu détournée, on n'arrive jamais au but. On est très diplomatique en revanche, on cherche à pas offenser. La conséquence de ça, c'est qu'on est un peu évasif, on est ambigu, voire opaque. C'est la conséquence naturelle d'une diplomatie extrême. Ce qui est un peu plus, qui risque d'être un peu plus quelque part troublant, parce qu'on n'est pas habitué à ça, forcément, c'est que la moralité de la personne va être très dépendante de l'interlocuteur et du contexte. Et c'est comme ça on voit parfois des choses qui peuvent nous choquer, des attitudes que nous, on n'arrive pas à comprendre. On connaît la personne, on la voit dans un autre contexte, avec le chef par exemple, et on dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que les cultures prônent toujours des valeurs différentes.
Encore un autre modèle qui est intéressant à regarder, c'est entre les collectivismes et l'individualisme. Donc ici, on voit grosso modo l'évolution. Parce que bon, les pays changent avec le temps. Si on cherche la France, on était, il y a une dizaine d'années, on était à 60% entre collectivisme et individualisme, donc légèrement plus individualiste que collectiviste. Les dernières choses montrent qu'on est plutôt à 75. Donc on est en train de devenir un pays plus individualiste. Donc les isoligne au milieu, si vous voulez, c'est les pays qui sont restés un peu plus constants. Mais on voit très clairement qu'il y a une évolution. Donc, il ne faut pas non plus se baser sur des choses très anciennes parce que les pays, comme les langues, comme tout, ça évolue. Encore, ce type de choses peut informer comment est-ce que vous allez approcher une certaine problématique, une négociation ou un changement. Si vous allez conduire un projet de changement, vous n'allez pas les faire pareil en France qu'en Suisse, où l'harmonie du groupe elle est beaucoup plus prônée en Suisse qu'en France. Une autre chose qu'il faut faire hyper attention, c'est aux stéréotypes. En France, on n'est pas tous avec les bérets, la baguette et la bouteille de vin. Même s'il y a des gens qui vont y croire à ça. Les risques de ces stéréotypes dans les négociations, c'est la surcompensation. On essaye d'aller vers l'autre, on y croit aux stéréotypes, on y va tellement qu'on passe pour un bœuf. C'est du vécu, ça. J'ai vu des choses comme ça. Et un de mes rôles que j'ai très souvent joué à l'international, c'était de faire un peu les liens entre les différentes cultures. La société que j'ai représentée, l'entreprise que j'ai représentée avec toute la culture, tous les bagages, et les pays où on voulait faire des affaires. Une autre chose qui est très, très importante, c'est à pas oublier, c'est les tabous. Chaque culture a des tabous, et les tabous sont très différents d'une culture à une autre. Dans les cultures latines, on a en général un tabou concernant la mort, par exemple. Ça a des conséquences. Moi, je suis sapeur-pompier volontaire et je peux vous donner une conséquence très simple. Si vous faites un arrêt cardio-respiratoire à Paris, vous avez 5% moins de chances de survivre qu'à New York. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas tellement les tabous de la mort. Donc, toucher quelqu'un qui est en arrêt, massé, etc., ils sont moins de ces tabous culturels. Donc, vous avez 5% plus de chances de survie. Bien sûr, quand on fait des négociations, quand on s'implante dans un pays, il faut faire attention à ce tabou. Parce que nos tabous vont être différents de leurs. Il y a des cultures, tout ce qui est les cultures diffuses, où les noms est un tabou. On ne dit pas non. Vous allez rarement entendre un japonais vous dire non. Et j'utilise le Japon parce que j'ai travaillé pour une boîte japonaise, j'ai passé un tout petit peu de temps au Japon, etc. C'est général pour les cultures diffuses, dont on trouve un grand nombre ainsi. Donc, il faut toujours faire ses recherches. Il faut pas se bloquer. L'international, c'est pas une chose impossible. On peut tous l'aborder, soit
en faisant des affaires vers l'international, soit peut-être en faisant des missions à l'international. Mais il faut toujours faire attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à l'international? Comme partout, la préparation, c'est les maîtres de la guerre. Faites vos recherches. Quelle valeur prend de la culture du pays hôte? C'est plutôt famille, travail, c'est une culture plus spirituelle, une harmonie du groupe, c'est plutôt l'individualisme. Quelle valeur prend cette culture? Quels comportements sont prônés? Il y a des cultures qui sont introversées. Par exemple, l'introversion est prônée au Royaume-Uni. Les tabous. Et parfois, on croit bien faire et on peut faire des choses qui sont horribles pour la contrepartie. Si vous allez en Chine et vous offrez une montre, bon, faut pas. Tout ce qui est Amérique latine, les couteaux. N'offrez jamais des couteaux parce que ça veut dire couper la relation. Il y a des pays où on y croit que le numéro 13 porte malheur. Ils s'y croient vraiment. Ou les 9. Et encore une fois, attention à ces stéréotypes. Il ne faut pas surcompenser. Il faut faire un pas vers eux, mais il ne faut pas aller si loin qu'on va derrière eux. Bien sûr, comme vous, de la même façon que vous allez faire un peu de la recherche sur la culture générale, faites des recherches sur votre interlocuteur. Qui est votre contrepartie? Parce que peut-être il sera l'exception qui confirme la culture. Parce qu'il a fait des études à l'étranger, parce que il est marié avec une étrangère ou un étranger. Qu'importe, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous vous préparez à trouver quelqu'un qui est un bon exemple de leur culture et vous allez tomber en face de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Les types d'expériences qu'il y a eu. Moi, quand j'ai beaucoup travaillé à une certaine époque avec la Russie, par exemple. J'ai même dirigé une entité légale en Russie. C'était pas pareil quand j'ai parlé à un Russe qui avait travaillé pour une boîte internationale qu'un Russe qui n'avait jamais travaillé pour une boîte internationale. Ils avaient en général une vision du monde complètement différente. Donc, il fallait toujours faire ses recherches, aborder, notamment au tout début, la relation avec une certaine précaution, bien sûr, et s'adapter. Et s'y trouver quelque part au milieu. Et bien sûr, c'est toujours bien, ça ne fait jamais du mal si on arrive à trouver un peu les centres d'intérêt de la personne qu'on a en face, non? Parce que ça permet d'établir des ponts, des liens avec la personne très facilement. On peut établir les rapports avec la personne si on trouve des intérêts en commun, par exemple, ou des centres d'intérêt que nous, on peut trouver intéressants, même si ce n'est pas en commun. Comment est-ce qu'on peut faire cette préparation? Bon, on peut faire du cyberstalking aujourd'hui avec Google, et LinkedIn et d'autres, mais aussi, il ne faut pas hésiter à demander des informations à des intermédiaires. Si on connaît quelqu'un qui connaît la personne ou qui a déjà fait des affaires avec la personne, n'hésitez pas à aller vers elle ou vers lui et lui demander, tout simplement. Pendant les négociations, une chose que j'ai vu que pas mal de boîtes font mal,
c'est ne pas se faire accompagner par une personne locale de confiance. Quelqu'un qui va être un peu leur Sherpa, leur guide dans la langue, la culture, etc. J'ai vu pas mal de boîtes arriver, ils arrivent avec un traducteur à eux, et en général, ça se passe très mal. Encore une fois, il ne faut pas surcompenser. Moi, perso, j'ai une règle. Je ne vais presque jamais dans une négociation tout seul. Parfois, on n'a pas les choix, mais je préfère aller à deux, minimum. Parce que là, on peut jouer les rôles. Il y en a un qui peut être un peu plus détaché, jouer un rôle de plus d'observateur et remettre les choses sur les rails quand les choses commencent à aller dans une mauvaise direction. Et croyez-moi, avec la meilleure des intentions, j'ai vu des choses comme ça arriver. Quand j'ai travaillé pour une boîte turque, on voulait s'implanter à Cuba. J'ai travaillé directement pour la famille, c'est une boîte de 1500 personnes, détenue par une famille, de fortune turque. J'ai travaillé directement pour la famille. J'étais en train de donner à un moment, j'étais en train de donner des coups de pied sur la table à ma chef, qui était une des propriétaires. Parce qu'elle voulait faire bien, elle voulait être transparente et directe et tout. Les Cubains, ils s'appréciaient pas du tout. Donc, il y avait les deux gouvernements qui avaient décidé que, presque, avaient décidé qu'on allait faire des affaires ensemble, parce qu'il y avait une dimension géostratégique et politique derrière cette affaire. Mais quand même, ça a failli échouer. Et après, c'est un peu en lien avec l'autre point, il faut être attentif à la dynamique et surtout au changement de la dynamique pendant les échanges. Personnellement, si on peut se le permettre, parce que si on a l'équipe pour se le permettre, je préfère qu'il y ait quelqu'un dont les rôles soient que faire ça. Maintenir, prendre la température en permanence, grosso modo. Est-ce que la dynamique est en train de dériver? Est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et qui fasse des interventions très ponctuelles seulement pour recadrer les choses, remettre les choses bien sur les rails. C'est notamment quand vous êtes dans des cultures qui sont, peu importe dans quel modèle que je vous ai présenté, sont très éloignées. J'ai trouvé toujours très utile d'avoir quelqu'un qui fasse que ça. C'est peut-être la même personne qui prend les notes, hein, qui fait les comptes rendus à la fin, mais qui n'intervient presque pas dans la négociation. Seulement des petits quand ça commence à dériver. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Je regarde dans le chat s'il y a des choses qui apparaissent. Non, Vous pas pouvez pour rire. l'instant. Donc, comme je vous ai promis, pour finir sur une note un peu plus rigolote, vu qu'on n'est pas loin du week-end quand même, je vais vous donner des exemples qui se sont très très mal passés, des exemples publics, on peut trouver ça sur Internet. C'est mon professeur de marketing pendant mon MBA qui m'avait introduit à quelques websites où on peut trouver ça. Donc, Walmart, vous connaissez tous Walmart, hypermarché américain implanté un peu partout dans le monde, un peu. Un jour, ils se sont dit, on va aller en Allemagne. Une des choses qui caractérise Walmart, c'est ce qu'il s'appelle les meet and greeter. C'est une personne qui est à la porte et qui vous souhaite la bienvenue et le bonjour. C'est son travail, il ne fait rien d'autre. En Allemagne, une culture très peu expressive. Ça n'a pas très bien être, ça n'a pas été super bien reçu quand même. Et moi, je sais qui là. Pourquoi est-ce qu'il me parle? Une autre chose que Walmart fait, ils font des chants motivants.
tous les matins, les managers et les employeurs commencent à chanter comme ce sont les plus forts, les plus beaux, ils vont réussir, etc. Ça n'a pas super bien marché en Allemagne non plus. Les employés, ils faisaient deux, trois séances et après ils partaient. Ils avaient un taux de rétention des employés horrible. Et la toute dernière chose, ça touche un peu au tabou. Au Walmart, typiquement, c'est la caissière qui met vos affaires dans des sacs directement pour vous épargner quelques millisecondes, non? C'est un truc très américain, ça. C'est un peu du service à l'américaine. Et les Américains, ils adorent ça. En Allemagne, c'est je ne sais pas si elle s'est lavé les mains, elle touche mes affaires et tout. Donc, bon. En bref, ils n'ont pas fait leur devoir et ça a super, super mal marché. Ça leur a coûté une fortune. Et on ne parle pas d'une boîte, ce n'est pas trois gars qui se sont mis ensemble, ils sont décidés d'aller en Allemagne. On parle d'une boîte qui a les moyens. Mais ils n'ont pas été humbles, suffisamment humbles pour faire leurs recherches. Il y a les stylos Parker, une très bonne qualité, moi j'apprécie bien, ils sont de très jolis modèles. Ils voulaient lancer un nouveau produit, un stylo plume qui ne fuyait pas, qui était garanti de ne pas fuir. Peu importe l'utilisation, les conditions, ils disaient ça ne va pas fuir. Donc, en anglais, ils ont fait un slogan qui dit que ça ne va pas fuir dans ta poche, ça ne va pas faire des tâches, ça va pas être une source de problèmes pour vous. Sauf qu'ils ont traduit ça tellement mal qu'ils ont traduit ça, ça ne va pas fuir et ça ne va pas vous rendre enceinte. Donc, encore, ils auraient pu éviter ça avec une agence de com locale. Ça s'est passé au Mexique. Donc, pas un petit marché quand même. Hein. Ils ont fait des milliers d'affiches partout, la pub dans la télé et tout. Ils auraient dû faire ça avec une agence locale de com. Une agence locale de com n'aurait jamais fait une boulette comme ça. Pepsi, en revanche, ils ont tenté un peu la nécromancie quand même. Parce que quand ils ont fait leur campagne Génération Pepsi, encore, des affiches partout, ils sont tout préparés, spots publicitaires, ils ont fortement investi pour faire leur campagne Génération Pepsi. Leur slogan, c'était vivre avec la génération Pepsi. Sauf qu'ils ont traduit ça tellement mal que ça s'est traduit en Pepsi ramènera vos ancêtres d'entre les morts. Euh, bien sûr, leur chiffre d'affaires, c'est casser la figure au Taïwan quand ils ont fait ça. Il y en a certains qui l'ont pris un peu à la rigolade. Il y en a d'autres, vu que les ancêtres, ça fait une partie très importante de leur culture. Au Taïwan, ils sont appréciés beaucoup moins. Donc, voilà un peu un tour d'horizon très rapide. J'espère que vous avez pu retenir quelques petites choses qui vont vous être utiles. Et si vous avez des questions, bon, c'est maintenant le moment ou plus tard sur LinkedIn ou peu importe. Tu peux juste couper ton partage d'écran, comme ça permettra de revoir tout le monde. Voilà. Voilà, super. Merci à toi. Écoutez, je sais pas si. Merci en tout cas, Gonzalo, parce que c'était très éclairant et moi j'ai appris plein de choses, donc merci. Je sais pas si vous avez des Avec questions. plaisir. Donc tout ça, ça sera sur le SharePoint, bien sûr. Ne me dites pas que vous n'avez pas de questions pour Gonzalo quand même. Mais moi, j'aimerais bien que Gonzalo me confirme ce que j'ai retenu en priorité,
pour des cultures qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire toutes en dehors de la sienne, la recommandation principale, ça serait de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît la culture et quel que soit le sujet, que ce soit sur de simples traductions où il peut y avoir des erreurs très maladroites qui sont lourdes de conséquences, comme sur des sujets plus stratégiques où le comportement est pris en compte. C'est ça la première recommandation, se faire humblement accompagner par quelqu'un de local, en fait. Oui, si je dois donner une première recommandation, c'est de rester humble, rester ouvert à l'apprentissage, faire ses recherches, se faire accompagner, ça fait partie de ça aussi. Et, et comme ça, on évite des boulettes qui peuvent être hyper lourdes en conséquence. Très rapidement, parce que je vois deux mains levées, toujours pour partager un peu de bonne humeur. Moi, j'ai une anecdote au Mexique aussi de mauvaise traduction d'un de mes amis dont je tairai l'identité, major de promotion sciences politiques, qui demande chez Walmart, hein, c'est pour ça que je le cite, ça recoupe ton exemple, où se trouvaient les peignes. Il cherchait à s'acheter un peigne, il a mal traduit, il a demandé à la dame chez Walmart où se trouvaient les pénis. Donc, la parole est à toi, Claire. Pardon, excuse-moi. Il y a plein d'anecdotes comme ça, effectivement. Super ta présentation, Esteban, bien sûr. Peut-être pour ceux qui sont intéressés, tu as cité le bouquin d'Erin Meyer qui est passionnant. Et il y a une application, je vais mettre dans le chat, qui est tout aussi passionnante pour faire connaissance avec les cultures et que c'est appliqué au business. Vous sélectionnez très facilement avec quel pays vous voulez faire du business et quel est votre propos du jour. Est-ce que vous voulez négocier, bâtir une relation, faire une présentation, construire une équipe? Et ça vous donne votre écart culturel à votre pays destinataire. Ça s'appelle GapsMove et c'est super bien fait. Merci beaucoup. Tu Merci nous beaucoup, mets Claire. C'est le. vrai qu'aujourd'hui, on a des outils et des ressources dont on ne pouvait même pas rêver il y a quelques années. Il y en a tellement de choses. Si on est un peu curieux, on trouve tout ça. Mais bon, je vais regarder l'application, ça m'intéresse. Merci. Tu nous mets les infos, Claire, dans le chat. Anne, tu as levé la main. Oui, alors moi, je suis pas du tout vouée à aller sur l'international, mais merci Gonzalo Esteban parce que vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ça me fait prendre aussi conscience que même si je suis pas vouée, moi, à faire de l'international, eh bien, peut-être qu'il y a des entreprises extérieures qui veulent venir en France à laquelle je pourrais être Oui. amenée à rencontrer dans le contexte de la boîte où je serai en mission. Et donc, ça m'a beaucoup éclairé sur aussi mon comportement à avoir vis-à-vis de ces personnes-là. C'était super intéressant et très clair. Merci. C'est moi qui te remercie de tes commentaires. Et oui, ça s'applique en France quand même aussi, hein, quelque part. Parce qu'on reçoit des gens ici qui vont venir s'installer au niveau professionnel où on va faire des affaires avec, soit on exporte, soit on va importer, soit on aura des partenariats. Et si on prend pas conscience de ces petites choses, on s'étend des pièges tout seul. Et notre plus, peut-être la tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis de ces gens et comprendre qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. C'est ça. C'est effectivement le principe de base d'une bonne communication entre deux cultures différentes. Comme tu disais, c'est avoir l'humilité en Et oui, premier lieu. Mais toujours. c'est la base même du manager de transition, l'humilité. Hein. Et voilà. OK. Mais écoutez, en tout cas, merci pour cet échange riche. Je vais me permettre de couper l'enregistrement s'il n'y a pas d'autres questions.